L'histoire de la France méridionale cache un secret sanglant. Quand on regarde la vallée du Rhône aujourd'hui, on y voit une autoroute du soleil, des champs de lavande, un simple axe géographique. Mais ne vous y trompez pas, ce fleuve n'est pas qu'un cours d'eau, c'est une cicatrice géologique et politique majeure. Remontons le temps. En l'an 843, le traité de Verdun divise l'empire de Charlemagne. C'est à cet instant précis que le Rhône devient la ligne de démarcation ultime, la frontière par excellence. Sur la rive droite, c'est le royaume de France, le Rium. Sur la rive gauche, c'est le Saint-Empire romain germanique, l'Empire. Cette dualité originelle a forgé, dans la pierre et dans les esprits, un espace de friction permanent. Un monde où la verticalité des montagnes sauvages va éternellement affronter l'horizontalité de la plaine impériale. Bienvenue dans le verrou du Midi. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas un conte de fées, c'est la grammaire de la guerre rhodanienne. Pour survivre à cette rivalité, la région se militarise précocement. C'est l'époque où s'élève la tour de Crest, le plus haut donjon de France. Mais les véritables maîtres du jeu sont la famille des Adhémar. Ces nobles guerriers, dont le nom est gravé dans la ville même de Montélimar, Montilium Adhémari, naviguent habilement entre les alliances impériales et papales. Un de leurs ancêtres, Adhémar de Montaigne, fut même le légat du pape lors de la première croisade. Chaque château, chaque ville close devient alors une position potentielle de résistance. Le piège est en place. Il ne manque plus qu'une étincelle pour tout faire exploser. L'étincelle arrive au XVIe siècle, colportée depuis Genève et Lyon. C'est le protestantisme. La conversion massive de la noblesse locale transforme les vieilles rivalités féodales en une guerre civile totale. Dans ce chaos émerge un génie tactique, François de Bonne de Lesdiguières, le futur connétable de France. On l'appelle le stratège du Dauphiné. Contrairement aux armées royales, qui sont lourdes, lentes et prévisibles, Lesdiguières impose une guerre de mouvement. Il utilise la mobilité, l'effet de surprise et les cols de montagne alpins pour balayer ses ennemis. En juillet 1585, par un coup de main audacieux, il s'empare de Montélimar, le verrou stratégique du Rhône. C'est un coup de maître géopolitique qui coupe la liaison des forces catholiques et sécurise les revenus fiscaux du fleuve. Avec Lesdiguières, la vallée assiste à la naissance des tactiques modernes d'infanterie légère. Mais sur la rive droite, en Ardèche, la géographie impose une autre réalité. Les montagnes abruptes et les vallées encaissées favorisent l'indépendance. C'est là, au cœur des montagnes des Boutières, que la petite ville de Privas s'érige en véritable État dans l'État. Surnommée le rempart de la Réforme, la ville interdit le culte catholique pendant près de 70 ans. Pour le roi de France, en pleine absolutisation, cette anomalie est intolérable. Ce n'est pas juste une hérésie religieuse, c'est un défi politique. Mai 1629, le point d'orgue. Louis XIII et le cardinal de Richelieu décident d'en finir personnellement. Le déploiement est terrifiant. Face à 3000 défenseurs isolés, le roi envoie 20 000 hommes, ses régiments d'élite et une artillerie de siège dévastatrice. Richelieu applique une stratégie d'étouffement méthodique. Il encercle la ville, la coupant de ses bases arrières montagneuses. Les combats sont d'une fureur d'un autre âge. On y voit même la dernière apparition des arbalétriers médiévaux dans l'armée française. Après 15 jours d'enfer, Privas tombe le 28 mai 1629. La colère du roi est sans limite. Ce n'est pas une simple victoire militaire, c'est un acte de terreur politique. La ville est pillée, incendiée systématiquement. Environ 800 défenseurs périssent, 200 sont pendus, les autres envoyés aux galères. Avec la chute de Privas et l'édit d'Alès qui suit, le rêve d'une république protestante est noyé dans le sang. Le Vivarais rentre dans le rang, surveillé par les dragons du roi. Mais la rancœur est là, prête à ressurgir, et elle ressurgira un siècle plus tard, avec la Révolution. La chute de Privas n'a pas seulement écrasé une ville, elle a laissé une fracture psychologique durable dans tout le Midi. Pendant près d'un siècle, cette vallée soumise reste calme en apparence, mais sous la surface, la mémoire de la répression travaille les esprits. Les dragons du roi surveillent, les temples sont détruits, les élites protestantes réduites au silence ou à l'exil. Pourtant, rien n'est oublié. La géographie, elle, n'a pas changé. Les montagnes sont toujours là, les routes sont toujours étroites, et la défiance envers le pouvoir central continue de se transmettre, génération après génération. Quand éclate la Révolution française en 1789, le Rhône redevient immédiatement une ligne de tension. La vallée n'est pas un bloc homogène. Certaines villes accueillant les idées nouvelles avec enthousiasme. D'autres, marquées par les persécutions passées, se méfient d'un État qui change de visage mais conserve ses réflexes autoritaires. Très vite, la Révolution bascule dans la radicalisation. La logique de compromis disparaît. À Paris, la Convention impose. En province, on obéit ou on résiste. Mais dans le Midi, la violence révolutionnaire ne ressemble pas à celle de Paris. Ici, elle n'est pas abstraite, elle est intime. Les comptes ne se règlent pas entre inconnus, mais entre voisins.
Les dénonciations sont locales, les procès expéditifs s'appuyant sur des rancunes anciennes, parfois vieilles de plusieurs générations. La Révolution agit comme un révélateur brutal. Elle libère des tensions sociales, religieuses et territoriales qui n'avaient jamais disparu depuis les guerres de religion. Ce n'est pas seulement un conflit politique, c'est une revanche mémorielle. Dans certaines communes, on ne choisit pas un camp par idéologie, mais par héritage. La République ne fait que rallumer des braises anciennes, enfouies depuis Privas. Dans le Midi, cette résistance prend une forme diffuse, fragmentée, mais redoutable. Ce n'est pas une armée régulière, ce sont des réseaux, des villages entiers, des familles, des hommes qui connaissent chaque sentier, chaque ravin, chaque forêt. La guerre n'est plus frontale, elle devient asymétrique, embuscade, sabotage, assassinat ciblé. L'État révolutionnaire répond par la terreur administrative, comités de surveillance, tribunaux d'exception, exécutions rapides. La vallée du Rhône entre dans une nouvelle phase, celle de la violence idéologique. Au XIXe siècle, le conflit change encore de nature. La guerre disparaît, mais la fracture demeure. L'industrialisation transforme le fleuve en axe économique majeur. Chemin de fer, usines, circulation accélérée des hommes et des marchandises. Le XIXe siècle impose une paix apparente, mais profondément méfiante. L'État central renforce son contrôle administratif, scolaire et militaire. Les routes sont surveillées, les préfets tout-puissants, la conscription omniprésente. Pourtant, dans les zones montagneuses, cette présence reste vécue comme une intrusion. La République instruit, mais elle impose. Elle unifie, mais elle efface. La vallée se modernise, mais à deux vitesses. Cette dissymétrie crée une fracture silencieuse. D'un côté, les villes intégrées au récit national, de l'autre, des territoires qui se sentent tolérés, jamais pleinement reconnus. Puis vient le XXe siècle, et avec lui, la guerre totale. En 1940, la France s'effondre. Le Rhône redevient un axe stratégique majeur, cette fois pour l'occupant allemand. Ce fleuve, qui fut frontière médiévale, devient ligne logistique vitale. Ponts, tunnels, carrefours ferroviaires, tout compte. Et une fois encore, la géographie impose ses lois. Les montagnes ardéchoises, les plateaux, les forêts profondes deviennent des refuges naturels. C'est là que renaît la logique de Privas. La résistance s'organise exactement là où, 4 siècles plus tôt, l'autorité royale peinait déjà à s'imposer. Les maquis utilisent les mêmes avantages. Invisibilité, mobilité, connaissance parfaite du terrain. Les Allemands le comprennent trop tard. En 1944, l'erreur allemande est avant tout culturelle. L'occupant raisonne en termes de routes, de cartes et de blindés. Il sous-estime totalement le facteur humain. Ici, la population n'est pas neutre. Elle observe, informe, cache et guide. Les maquisards ne combattent pas seuls. Chaque ferme isolée devient un poste de renseignement. Chaque chemin muletier, une voie de repli. Ce n'est pas la supériorité militaire qui fait la différence, mais l'enracinement historique de la résistance. La boucle est bouclée. Ce territoire n'a jamais été un simple décor. Il agit, il contraint. Il favorise certains types de guerres et en rend d'autres impossibles. Du Moyen-Âge aux divisions blindées nazies, la vallée du Rhône n'a jamais cessé d'être un espace de friction, de résistance et de violence stratégique. Ce que l'on appelle aujourd'hui un paysage paisible est en réalité un palimpseste de conflits. Chaque route suit une ancienne ligne militaire. Chaque ville fortifiée raconte une peur ancienne. Le verrou du Midi n'a jamais disparu, il a seulement changé de forme. Et c'est précisément pour cela que son histoire continue de nous parler. Rien n'est dissimulé, tout est vérifiable. Suivre ce projet, c'est soutenir une approche rigoureuse de l'histoire. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Votre soutien est essentiel pour permettre la suite de ce travail.